Ogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le président de la République Abdelmajid Tebboune entame ce lundi, une visite d'État en Slovénie à l'invitation de son homologue slovène Nataša Pirc-Musar. À Raza, le système de santé est à bout de souffle. Les médecins en mission dans l'enclave font preuve d'ingéniosité au quotidien pour apporter des soins aux blessés. La race condamne le mauvais traitement infligé aux détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines devant la Commission africaine des droits de l'homme. La rapporteuse spéciale sur les réfugiés en Afrique met l'accent sur la nécessité de trouver des solutions durables pour les réfugiés sahraouis. La Russie annonce avoir pris le contrôle d'une nouvelle localité à Donetsk alors que Kiev accuse Moscou d'ignorer la proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Et enfin, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, annonce sa dissolution et la fin de la lutte armée. Une décision saluée par Ankara comme une étape importante pour une Turquie débarrassée du terrorisme. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a entamé ce lundi une visite d'État en Slovénie à l'invitation de son homologue slovène Nataša Pirc-Musar. Le président Tebboune est d'ailleurs arrivé cet après-midi à l'aéroport international de la capitale Ljubljana. On passe au dossier palestinien. À Raza, la liste des victimes du génocide sioniste continue de s'allonger. Le macabre bilan des victimes a atteint ce lundi les 52 862 martyrs et 119 648 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 33 martyrs et 94 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures. Les écoles de l'enclave palestinienne, principale cible des forces sionistes. Ce matin, au moins 15 Palestiniens, dont 5 enfants en bas âge, ont été tués dans un nouveau bombardement ayant visé une école abritant des familles déplacées à Jabali el-Balad, au nord de la bande. Dans une enclave assiégée où la mort est présente à chaque coin de rue, les médecins légistes de Raza travaillent dans des conditions précaires et difficiles. Après les derniers charniers découverts, notamment ceux à l'hôpital d'Al-Shifa, l'heure est à l'identification des corps. Une tâche complexe et quasi impossible vu l'absence des moyens et d'appareillage ainsi que l'état des dépouilles des victimes. Sohila Kilal.
Des tombes vides à l'endroit même où 3 charniers distincts avaient été découverts à l'hôpital Shifa. Dans la morgue de l'hôpital, les médecins légistes travaillent d'arrache-pied pour identifier des corps en totale décomposition. Sur les centaines de corps qui ont été découverts, seuls 110 ont été identifiés et remis aux familles. On arrive à identifier les corps grâce aux vêtements, à d'anciennes cicatrices de brûlures ou d'anciennes fractures, ou grâce à des effets personnels. Jusqu'à présent, nous avons identifié et remis aux familles 110 corps, tandis que le reste a été enterré et n'a pu être identifié. Avec des moyens rudimentaires, un manque d'effectifs et l'absence d'équipement pour les tests ADN, le travail des légistes à Raza est titanesque. Nous demandons à la communauté internationale de fournir un dispositif d'ADN, c'est-à-dire un dispositif permettant d'examiner l'ADN ou les empreintes génétiques. Cet appareil est très précis, mais l'occupation sioniste empêche son entrée dans la bande de Gaza depuis de nombreuses années. Mona El-Harazine et Hanan Lazant, 2 mères terrassées par le stress de la peur de ne pas connaître le sort de leur fils. Après le stress, l'attente et des moments de doute, la dépouille de Yazen, le fils de Mona, a été retrouvée. Il a pu être identifié grâce notamment à ses dents. Quant à Hanan, elle vit toujours dans la peur et ne sait pas à ce jour ce qu'il est advenu de son fils. Quand ils ont sorti le crâne et qu'on l'a pris, je l'ai reconnu, grâce notamment à sa dent qui était plombée et qui se distinguait des autres. Cette dent bougeait, on a tout de suite crié que c'était Yazen. Autant que mère, j'ai tout de suite su que c'était lui. Grâce à Dieu, j'ai pu retrouver la dépouille de mon fils entière à l'endroit où il avait été tué. Il est sorti pour aller chercher de l'eau et il n'est pas revenu. Ses frères et nos proches l'ont cherché dans tous les hôpitaux, ils ne l'ont pas retrouvé. Le génocide à Raza continue de brasser des vies. Entre les nombreux charniers découverts et les milliers de disparus toujours coincés sous les décombres, le nombre de martyrs dépasse de très loin les chiffres officiels avancés. L'hôpital Shifa, jadis le plus grand hôpital de la bande de Raza, est à présent quasiment en ruine. Et pourtant, l'équipe médicale australienne et néo-zélandaise en mission sur place continue d'apporter des soins aux Gazaouis, et ce, malgré le manque flagrant de moyens. Récit Amalam Zitouni. Ce qui devrait être une opération chirurgicale dans un bloc opératoire ordinaire ailleurs ne l'est pas à Raza. Ces médecins opèrent à Raza, plus précisément à l'hôpital Shifa, maintes fois bombardé et mis hors service. Aux côtés du staff médical palestinien, des médecins venus de l'étranger pour prêter main forte. Mais quelle a été leur stupéfaction en découvrant les conditions de travail de leurs confrères sur place. Je suis ici à Raza pour aider le personnel sur le terrain, en le soulageant, en le soutenant, le formant et en l'instruisant si possible. Mais ce qui se passe ici dépasse la réalité. Comme vous pouvez le constater, nous manquons probablement de matériel, nous manquons de presque tout au bloc opératoire. Ces médecins en mission à l'hôpital Shifa sont non seulement surpris par le manque de moyens et de conditions de travail, mais aussi par le nombre de victimes qui affluent vers cet hôpital. Le génocide sioniste en cours n'arrête pas de tuer et de blesser des Palestiniens au quotidien. Je suis ici depuis 10 jours. Le nombre de transfusions sanguines que j'ai effectuées à Raza, à Shifa, est presque supérieur à celui que j'ai effectué à Sydney en 15 ans. Et je m'attends à ce que dans les 12 prochaines semaines, si nous avons à nouveau un nombre important de victimes, la situation continue. Aucun hôpital à la capacité limitée ne pourrait faire face au nombre effrayant de victimes qui arrivent ici. Le système de santé de Raza a été dévasté par le génocide sioniste qui a débuté en octobre 2023, mettant hors service de nombreux hôpitaux du territoire, tuant des médecins et réduisant les fournitures essentielles. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le mois dernier que les réserves d'antibiotiques et de poches de sang diminuaient rapidement. Le personnel médical doit se débrouiller avec les moyens du bord.
Le personnel est absolument fantastique, bien formé, travailleur et extrêmement professionnel. Mais les conditions de travail, le stress et la pression auxquelles ils sont soumis sont absolument immenses. J'ai été à la fois touché et impressionné par leur capacité à persévérer et à faire face aux circonstances extrêmes dans lesquelles ils travaillent. Malgré les bombardements incessants, la famine et le manque terrible de moyens, ce groupe de professionnels de la santé venus d'Australie, des Pays-Bas et d'Irlande n'a pas hésité à fournir une aide médicale et un soutien aux Palestiniens dans le besoin. Une action noble pour une population qui souffre le martyre. 71e jour consécutif de siège total à Rafah. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a appelé ce lundi à la fin du blocus sur l'aide humanitaire imposée par l'occupation sioniste. L'OCHA a indiqué sur son site officiel que ses stocks sont presque épuisés alors que le blocus entre dans son 3e mois, laissant des centaines de milliers de familles exposées à la famine. Justement, alors que la faim ronge les ventres et les rares points de distribution sont pris d'assaut, des milliers de personnes luttent chaque jour pour une simple louche de soupe. Un combat quotidien pour survivre au milieu d'un silence international. Maria Schouyer. Toujours dans cette enclave désespérée, les cris fusent et les corps se bousculent. Chacun dans cette foule tente de se frayer un passage vers la marmite fumante pour une soupe maigre presque translucide. Ici, la faim crie plus fort que l'ordre et la peur d'en repartir les mains vides anime chaque geste. C'est tellement dur, il n'y a pas de poste frontière, il n'y a pas de farine, il n'y a ni nourriture ni boisson, il n'y a rien. Quand on arrive à la soupe populaire, on finit par faire la queue pendant 4 ou 5 heures sous le soleil. C'est épuisant et on finit par respirer la fumée de cuisson qui nous aveugle. Au final, on repart les mains vides, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Dans la bande de Rafah, la faim est devenue un quotidien. Les files sans fin s'allongent devant les rares centres de distribution encore ouverts. Il faut parfois attendre des heures sous un soleil brûlant pour souvent repartir les mains vides. Les aides alimentaires manquent et les rations ne suffisent plus. Depuis la fermeture de la frontière, il y a près de 70 jours, plus rien n'est entré, pas même une goutte d'eau, à cause de la politique d'occupation qui consiste à affamer la population. La faim est devenue la norme, c'est devenu une habitude, tout le monde en souffre. 3 mois de siège total et près de 2 décennies de blocus ont réduit des centaines de milliers de Palestiniens à la survie. Les marchés sont désertés et les étalages sont vides. L'aide humanitaire n'arrive plus et la population s'effondre jour après jour. La crise humanitaire est d'une ampleur dramatique. Nous mourons de faim, des enfants meurent de faim. Les enfants ont besoin de nourriture. Il n'y a rien de tout cela. C'est tellement injuste de votre part, de la part du monde entier. Ayez pitié de nous. Après 19 mois de génocide, les vies ne tiennent plus qu'à un fil. Les enfants meurent de faim, les familles supplient pour un peu d'eau, un sac de farine, un simple geste d'humanité. Au moment de la distribution des repas, les mains restent tendues, mais rien ne vient, ni pain, ni espoir. Et en Cisjordanie occupée, la situation ne s'arrange pas. Au moins 13 civils palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l'escalade militaire des forces d'occupation sionistes à Tulkarem et dans ces 2 camps de déplacés. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, plus de 4000 familles ont été déplacées de force, 400 maisons complètement détruites, en plus de la destruction généralisée des infrastructures, des magasins et des routes. Des brancards vides et des sirènes d'ambulance à Ramallah en Cisjordanie occupée. Des membres du Croissant Rouge palestinien ont manifesté ce lundi pour réclamer la protection des équipes médicales et des travailleurs humanitaires qui sont quotidiennement ciblés par les forces d'occupation sionistes à Rafah.
Dans le reste de l'actualité, la République arabe sahraoui démocratique a fermement condamné le traitement inhumain infligé aux détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, le qualifiant de politique systématique de répression menée en toute impunité et en violation flagrante du droit international. Dans son discours devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'ambassadeur Malainin Lekhal, représentateur de la RASD à la session, a exprimé son appréciation pour le rapport soumis par le rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et les activités de police en Afrique, saluant l'accent mis sur le sort des défenseurs des droits de l'homme, des militants de la société civile, des journalistes et des personnalités politiques dans diverses prisons du continent. La pratique de la torture contre ces détenus sahraouis est un fait documenté reconnu par le Comité des Nations Unies contre la torture. Ces pratiques comprennent les coups, la suffocation, les décharges électriques, les agressions sexuelles et la torture psychologique contre les menaces de mort et la privation de contact humain. Les détenus n'ont pas pu recevoir de soins médicaux malgré leurs graves blessures. Malainin Lekhal a par ailleurs appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes et efficaces pour mettre fin à ces crimes qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits humanitaires. Le Maroc perpétue le même système de violence coloniale qu'il a pratiqué contre les combattants de la libération et continue de torturer les prisonniers sahraouis actuels, en collusion avec certains alliés qui s'efforcent de dissimuler ces violations et de redorer l'image du Maroc en matière de droits humains. J'appelle les organisations et les militants des droits humains en Afrique à prendre des mesures urgentes et efficaces pour mettre fin à ces crimes qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits humanitaires. Et en parallèle, la rapporteuse spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique, Salma Sassi, a décrit la situation des réfugiés sahraouis comme la plus ancienne situation de réfugiés prolongée en Afrique et dans le monde, soulignant la nécessité de trouver des solutions durables. Salma Sassi a également réaffirmé que le mécanisme qu'elle supervise continuera d'explorer toutes les voies disponibles pour répondre à l'invitation officielle lancée par la RASD à visiter les camps de réfugiés sahraouis, notant que le comité prend en compte tous les défis entourant cette visite. Guerre au Soudan, l'armée soudanaise a annoncé la mort de plusieurs civils lors d'une attaque d'artillerie menée par les forces de soutien rapide qui a visé ce lundi le Darfour dans l'ouest du pays. L'armée a déclaré dans un communiqué que les bombardements avaient visé la ville d'El Fasher, tuant 7 personnes et en blessant 15 autres. Et l'Union africaine a déclaré qu'elle n'acceptera aucune ingérence dans le Soudan déchiré par la guerre après que des milices paramilitaires combattant l'armée ont été accusées d'avoir reçu des armes des Émirats arabes unis. Le président de la commission de l'UA a justement réagi à ce sujet. On écoute. Concernant les preuves, est-ce que vous détenez des preuves concernant l'appui militaire des Émirats au RSF? Ça, ce n'est pas le rôle de l'Union africaine. Je crois que le Soudan, qui a accusé, n'est-ce pas, les Émirats, c'est au Soudan de fournir ses preuves. Conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient pris le contrôle d'une nouvelle localité à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Dans son rapport quotidien, le ministère a également annoncé que ses troupes avaient déjoué 230 attaques de drones ukrainiens ciblant les infrastructures de la région au cours de la semaine. Une frappe de drone amputée à la Russie a touché ce lundi un véhicule dans la communauté de Soumy, au nord-est de l'Ukraine, faisant un mort selon le chef de l'administration de la région. Moscou qui a d'ailleurs déclaré avoir tiré un missile balistique à courte portée Iskander-M sur les forces ukrainiennes qui avaient auparavant utilisé un système de missiles HIMARS pour attaquer la région russe de Koursk.
Et concernant les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, la Russie, je cite, ignore complètement la proposition de cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours faite par Kiev et ses alliés occidentaux, accusant la partie russe de mener des attaques tout le long de la ligne de front. Et à ce propos, la Chine a déclaré ce lundi soutenir tous les efforts en faveur d'un cessez-le-feu, en espérant que toutes les parties pourraient parvenir à un accord de paix juste, durable et contraignant. Concernant la crise en Ukraine, la position de la Chine a toujours été claire. Nous soutenons tous les efforts de paix, espérant que les parties concernées continueront de parvenir à un accord de paix juste, durable et contraignant, acceptable par tous, par le dialogue et la négociation, afin de parvenir à une solution politique à la crise ukrainienne. La Pologne a annoncé ce lundi la fermeture du consulat russe à Cracovie, raison invoquée par le gouvernement polonais, une implication de la Russie dans un incendie dans la capitale Varsovie. Moscou a annoncé qu'il réagirait de manière appropriée à cette décision, ces dernières prises à la suite d'enquêtes qui ont conclu que les services de renseignement russes avaient ordonné l'incendie qui a détruit le centre commercial Mariolska, selon les dires du Premier ministre polonais. An hour ago, I took the decision to close down the Russian consulate in Krakow. C'est scandaleux, mais malheureusement pas surprenant. Je tiens à vous rappeler que j'ai déjà fermé le consulat russe à Poznan après un précédent acte de sabotage en Pologne, une tentative d'incendie criminel dans une usine de Wrocław. Hier, les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont démontré ou déclaré que nous disposions de preuves irréfutables que cet immense incendie au centre commercial Marivilska avait été déclenché par les forces russes. C'est un miracle qu'il n'y ait aucun mort. C'est donc un comportement inadmissible. On en parlait tout à l'heure en titre. En Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé ce lundi sa dissolution et la fin de plus de 4 décennies de lutte armée contre le pouvoir central. Aussitôt annoncée, cette décision a été saluée par le parti au pouvoir AKP comme une étape importante vers l'objectif d'une Turquie débarrassée du terrorisme. Suite à cette annonce, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan a salué une étape historique et encourageante qui rend fier, considérant cette décision comme très importante pour la paix et la stabilité permanente dans la région. Je considère la décision prise par le PKK comme historique et importante. Je la considère comme cruciale, notamment pour garantir une paix et une stabilité durable dans notre région. Bien sûr, des mesures concrètes devront être prises après cette décision et nous les suivrons de près. Notre plus grand souhait est que l'espace de démocratie, de liberté, de prospérité et de sécurité que nous avons développé en Turquie au cours des 20 dernières années s'étende davantage, déborde de Turquie et ait un impact positif sur les autres États et les peuples de notre région. Guerre commerciale, les responsables américains et chinois affirment avoir conclu un accord visant à réduire la plupart de leurs droits de douane récents pendant 90 jours et à poursuivre les discussions pour résoudre leurs différends commerciaux. Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a déclaré ce lundi que Washington avait accepté de réduire ses taux de droits de douane de 145% à 30%, tandis que la Chine avait accepté de réduire son taux sur les produits américains du même montant à 10%. We have reached an agreement. Nous sommes parvenus à un accord sur une pause de 90 jours et avons considérablement réduit les niveaux tarifaires. Les deux parties sur les tarifs réciproques réduiront leurs tarifs de 115%. Aujourd'hui, grâce à cet accord, nous convenons que nos droits de douane réciproques seront baissés à 10% du côté des États-Unis, soit une baisse de 115%. Nous entrons dans une période de pause de 90 jours pour les négociations à laquelle les États-Unis et la Chine se sont engagés. De leur côté, les Chinois baisseront également leurs droits de douane de 115% à 10%.
Ils lèvent également les contre-mesures qu'ils ont mises en place. Apaisement de la situation entre l'Inde et le Pakistan. À Islamabad, les Pakistanais se disent soulagés que les deux parties soient enfin arrivés à un accord de trêve entré en vigueur il y a 2 jours. Au début, nous avions peur qu'il nous arrive malheur, mais l'armée pakistanaise a fait du bon travail et nous a assuré que nous n'avions rien à craindre. Avec l'armée pakistanaise, nous n'avons donc rien à craindre. Il y avait beaucoup de peur ici à Islamabad et les membres de notre famille au village étaient également très inquiets. Ma famille vit dans un village frontalier et certaines zones ont été évacuées. Aujourd'hui, grâce à Dieu, le travail acharné de l'armée pakistanaise nous a apporté la paix. Ils ont pris des mesures énergétiques et grâce à cela, ces 2 derniers jours, nous nous sentons en parfaite sécurité. J'ai parlé à ma famille qui est très inquiète et aujourd'hui, grâce à Dieu, la situation s'est apaisée. Il n'y a plus de danger. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À samedi.